Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné, je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Aujourd'hui, nous allons parler de la transmission de la langue maternelle. Vous savez que nous sommes fièrement congolaises, que nous avons grandi en France et qu'on s'est expatrié dans d'autres pays, mais bon, voilà, la base a été en France et du coup, on va vous parler de ce que c'est, comment on a grandi avec cette double culture et en quoi la langue participe à nous mettre dans cette culture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Coucou Ndaya, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va. Je tousse un peu moins. Ouais, j'ai remarqué, ouais, c'est super. J'adore quand on fait nos intros comme ça, on fait comme si on venait juste de se parler alors que ça fait 1 heure qu'on est en train de parler déjà. Vous avez loupé beaucoup de songi. Mais ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. L'essentiel, en tout cas, le plus gros, ça sera toujours dans l'épisode. C'est pas grave. Exactement. Ouais, ça va bien. En ce moment, je regarde pas mal de trucs sur YouTube pendant que je m'affaire à différentes tâches. Travail, etc., ménage. Juste avant qu'on enregistre, je regardais la chaîne YouTube d'une comédienne qui s'appelle Ziwe. C'est une Nigériane qui vit aux États-Unis. Ça s'écrit Ziwe, Z-I-W-E. Et franchement, je la trouve trop drôle. Elle fait des interviews face à face, one-to-one, avec des célébrités. Et en fait, elle a un ton très satire que j'aime beaucoup. Et je trouve vraiment c'est mon genre d'humour. Donc j'ai regardé, je pense que le premier interview que j'avais regardé, c'était avec le rappeur comédien Vince Staples. Et lui aussi, je le trouve trop drôle. Mais vraiment dans le côté satire à fond, en fait. Et limite, tu sais, les genres de personnes qui disent des choses, on va dire, choquantes. Et pendant 2 secondes, tu te demandes, est-ce qu'il dit ça pour blaguer et choquer? Mais en fait, je pense qu'ils le pensent vraiment. Et tous les deux, ils sont comme ça. Donc, c'était vraiment cool. Donc, ouais, je regardais ça. J'aime beaucoup sa chaîne. J'ai regardé quasiment toutes les interviews qu'elle a faites. Et après, je me suis dit... Et en plus de ça, elle est trop stylée. Mais quand je te dis stylée, elle est tout le temps glamour dans chacune de ses interviews. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi m'abonner à son Instagram. Je vais voir ses tenues et tout. Au final, sur son Instagram, tu vois pas grand-chose. Mais quand j'ai googlé pour trouver son Instagram, j'ai vu qu'on avait le même anniversaire. Et j'ai dit, je savais que toi et moi, on avait quelque chose en commun. Ouais, donc voilà, ça m'a mis de bonne humeur, là ça va bien. Bah super. Ouais. Super. Et tu bois quoi aujourd'hui? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Écoutez, moi je suis sur une infusion qui s'appelle Ruby Fort, de la marque Wild Chai. Avec dedans de l'hibiscus, de la citronnelle, du réglisse et du fenouil. Toi, tu prends tes chai avec du lait à côté ou pas? Non. Si vous voyez ma tête maintenant, elle vient de se déformer, mon visage. Oui, parce que les gens, ils font des chai latte. C'est avec du lait, non? Non. Okay. Et en fait, j'ai déjà bu d'autres chai et je trouve que celui-là est très léger. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai dit une infusion, parce que j'ai l'impression que le chai c'est fort en bouche quand même. Bah ouais, c'est vrai, chai c'est un thé épicé quoi. Ouais, bah là c'est très léger, c'est une boîte rose avec des fleurs. Ça fait le taf quoi. Voilà, c'est très simple. J'ai pas besoin de plus, hein, vraiment. Je suis une fille simple après tout. Très bien. Comme on vous disait, on va parler de la transmission de la langue maternelle. Donc, en intro, j'expliquais, nous sommes toutes les deux congolaises. Moi, je suis spécifiquement Mukongo 100%. Et j'aime à dire que je suis métisse parce que je suis Mundi Bumumbata. 50-50, voilà. Mais voilà. Et notre chère Ndaya, je te laisse faire un peu your tribe, ton ethnicity, something. Là, je suis Mwana Luba, du clan Benashimba. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, 100%. Exactement. 100% congolaise, 100% Luba. Voilà. Et du coup, on est toutes les deux nées en France, de parents 100% congolais ayant émigré, dans une famille très congolaise où la culture Congo est très très présente. Donc, deuxième génération d'immigrés. C'est ça. Ouais. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, chez les Bakongo, on parle le Kikongo.
qu'on appelle Lari, si je dis pas de bêtises, au Congo-Brazzaville. C'est une variante parce que dans le Kikongo, il y a plusieurs Kimbata, Lari, enfin bref, il y a des sous-langues spécifiques en fonction des régions et de l'ethnie. Et donc Ndaya qui est Muluba, chez les Baluba, on parle le Chiluba. Mais tu vois, ma pote Chrislène, qui est de Brazzaville, elle parle Lari. Et la première fois qu'elle a vu ta maman, elles ont parlé direct. Et sa mère, elle lui a dit ça direct. Elle a dit, mais si, on se comprend, t'inquiète, c'est presque pareil. Ouais. Oui, mais alors, petite subtilité, c'est que ma mère parle les langues du monde entier. Ça, c'est un truc... Elle est vraiment linguiste. Ouais, je pense que au Congo, elle parle toutes les langues. La seule langue qu'elle n'a pas su maîtriser, c'est le kitetela, parce qu'elle dit, j'y arrive pas. Elle dit, cette langue, pour moi, elle fait pas de sens. Mais elle peut parler un peu Chiluba, elle parle un peu Swahili, elle parle Kikongo, elle parlait portugais aussi à un moment donné. Bon, ça, c'est un truc... c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que effectivement, quand elle a la possibilité de parler Kikongo avec qui que ce soit, elle ne manque pas cette opportunité. Et donc, et le Kikongo et le Chiluba font partie des langues nationales de la RDC. Et je n'ai pas les chiffres en tête tout de suite, mais ce sont des langues de 2 communautés qui sont quand même assez importantes. Pour ma part, quand j'ai grandi, mon père et ma mère sont de la même ethnie, ils sont tous les deux Congo, mais mon père a grandi en ville. Il n'a jamais parlé Kikongo, il a commencé à parler Kikongo quand il a rencontré ma mère et qu'il devait parler avec ses beaux-parents, parce que ma mère a grandi au village, et au village, elle ne parlait que Kikongo. Donc quand elle est venue, enfin même nous dans notre maison, on entendait, ils parlaient entre eux en lingala, c'est beaucoup plus simple, une des autres langues nationales de la RDC, qui est la langue, moi le souvenir que j'en ai qu'on m'expliquait quand j'étais petite, c'est la langue utilisée par les militaires. Et c'est une langue qui est très, je pense que le terme c'est véniculaire, c'est une langue qui est jeune et qui se transforme beaucoup. Et ce qui fait que, en grandissant, moi, le lingala que je parlais, moi, j'avais l'impression de vraiment bien parler lingala. Et quand j'ai rencontré ma grand-mère, je ne parlais pas lingala. C'est comme si, pour moi, la comparaison que je ferais, c'est l'arabe et l'arabe littéraire. Il y a quelque chose avec le lingala qui est devenu le lingala que la plupart des gens parlent, qui est une sorte de créole au final. Parce que tu peux parler avec des gens qui sont à Kinshasa et qui parlent lingala depuis toujours. Il y a des mots qui vont te dire en français. Il y a des mots qui vont te dire avec beaucoup de, comme tu disais, de vernaculaire. Donc, c'est une langue qui a beaucoup évolué. Ouais. Et je pense qu'elles sont rares les personnes qui parlent le lingala des prêtres, comme on dit au Congo. C'est ça. Et en plus de ça, comme elle s'adapte à l'environnement, tu vas parler lingala avec des mots mongo dedans, tu vas parler avec le lingala avec du chiluba dedans, tu vas parler le lingala avec le kikongo. Quand tu vas en Allemagne, ils parlent le lingala avec de l'allemand dedans. Quand tu vas en Angleterre, c'est le lingala avec de l'anglais dedans. Donc en fonction des pays où les gens ont émigré, le lingala va capter des mots dans la langue du pays qu'il va intégrer à sa langue. Et pour moi, même s'il y avait des mots en français, en lingala, je me disais, oui, ça va, je parle lingala, je comprends. Ma grand-mère m'a juste demandé, parce que je me souviens à l'époque, donc premier voyage où je retourne à Kinshasa avec mon propre argent, j'ai 26 ans, et je tenais à emmener mes grands-parents, passer une journée avec mes grands-parents. Donc, malheureusement, j'avais perdu mon grand-père, et il me restait donc un grand-père et 2 grands-mères. Et je me suis dit, j'aimerais bien que dimanche, on fasse une journée en famille, qu'on aille se promener quelque part dans un endroit un petit peu sympa, et qu'on déjeune ensemble, qu'on discute, qu'on passe l'après-midi, mais vraiment qu'on passe un bon moment, du matin jusqu'au soir. Et donc, dans cette optique-là, je vais voir ma grand-mère paternelle dans sa maison, on discute un petit peu, je parle un petit peu mon lingala et j'essaie de lui expliquer avec mon lingala et mon fort accent français que j'aimerais bien que dimanche on se retrouve tous ensemble. Il y aura un chauffeur qui va venir la chercher à 9h pour l'amener là où moi j'étais et pour qu'on puisse partir tous ensemble. Et donc elle ne comprenait rien de ce que j'étais en train de lui dire. Donc là ma fierté en a pris un coup parce que je me dis quand même je me débrouille. Et en fait ma mère, parce que ma mère était là-bas à ce moment-là, elle lui répète. Et elle lui donne le mot de dimanche en lingala. Je n'ai jamais su dire les jours de la semaine en lingala. Et là, je me dis,
Mais en fait, c'est vrai. Il y a sûrement des jours de la semaine, il y a sûrement des mois, il y a sûrement une façon de dire les heures. En plus. Ouais. C'est vrai. Niveau maternel. Bref. Et donc, c'est là où en fait, tous ces petits moments-là, où en fait, quand j'entends parler ma grand-mère, je me dis, je comprends tout ce qu'elle dit, mais il y a des mots, tu les comprends parce qu'ils sont dans un contexte. Tu les comprends pas parce que littéralement, tu sais ce que ça veut dire. Mais elle te parle vraiment le lingala des livres, quoi. Et je me suis rendu compte en observant autour de moi que c'est beaucoup ça pour les familles où on a continué de transmettre le lingala comme langue plus que l'autre langue de notre ethnie. Et ben, on a tous des mots que... En fait, le lingala est facilement mélangé à d'autres langues. Et quand j'étais plus jeune, on avait des amis de mes parents qui vivaient aux Pays-Bas et on allait souvent en vacances chez eux l'été. Et les enfants là-bas parlaient néerlandais, nous on parlait français. On était tous des enfants de Congolais qui avaient émigré, donc on se retrouvait dans le lingala parce que nos parents, dans le cadre de la maison, continuaient de nous parler lingala. Et c'était très drôle parce que tu voyais des enfants qui n'ont jamais mis des pieds au Congo de leur vie, qui étaient en train de se parler en lingala parce que c'était la seule langue où ils pouvaient se comprendre. C'était ça qui vous liait, c'est super. C'est ça, mais tu vois, moi je vais dire en lingala pesanga pomme, donne-moi une pomme, et eux ils vont te dire pesangai, ils vont dire pomme en néerlandais. Et t'es là, tu dis, Et donc là vous regardez, tout le monde se gratte la tête. Incroyable. Mais c'est sur des petits détails comme ça où j'ai enfin réalisé en fait qu'il y a beaucoup de choses que je sais pas dire en lingala. Et c'est très dommage, mais c'est tellement devenu... Kinshasa, en tout cas, c'est tellement une ville cosmopolite, il y a tellement de personnes d'ethnies différentes que oui, tout le monde parle le créole, tout le monde parle lingala mélangé au français avec un petit peu d'anglais parce que ça fait un peu, tu vois, ça fait un peu stylé, quoi. Bah ouais, je suis d'accord. Écoute, comme tu as fait ton contexte familial, moi je pensais que dans l'épisode, ce serait intéressant de parler justement des deux contextes qu'on a et de comment ces contextes affectent ton apprentissage en fait. Et je pense que pour parler de ça, moi il faut que je remonte à comment mes parents ont grandi. Et je pense que comment mon père a grandi en particulier, ça beaucoup de ça commence là en fait. Donc pour la famille de mon père, c'est une grande famille, je pense qu'on en a déjà parlé. C'est une grande famille, genre si tu arrives au Congo, tu dis le nom de famille, il y a forcément quelqu'un qui en connaît un. Et quand je dis c'est une grande famille, je veux pas dire dans les accomplissements, ils ont fait des grandes choses, quoi. Je veux vraiment dire c'est on est très nombreux. C'est surtout ça. Et il s'avère que dans la famille de mon père, il y avait beaucoup de personnes qui ont occupé des hauts postes dans des gouvernements, dans la fonction publique, etc. Et que à l'époque à laquelle eux travaillaient dans ces postes, en fait, c'était une période où on était bien sous colonialisme. Et du coup, ces postes-là, en fait, il y avait une façon de vivre, une façon d'être qui était très occidentalisée au pays. Et pour un exemple en fait que j'ai compris et que j'ai appris assez tard dans ma vie en fait, c'est juste le fait que notre nom de famille il est unique sur plusieurs générations et sur plusieurs branches sur la même génération. Et ça, c'est un truc qui n'est pas du tout africain, en fait. Donc ça, vraiment, c'est le premier truc qui me fait comprendre que, pour nous, déjà, je pense que c'était un peu mal parti, avec toute la bonne volonté du monde. Quand on parle de transmission de langue, on parle de transmission de la culture. Donc déjà là, on voit qu'au niveau des parents de mon père, il y avait déjà ce truc où... la culture était un peu diluée en fait parce qu'elle était mélangée avec des valeurs très occidentales. Pour ceux qui ne le savent pas, mais normalement dans une famille congolaise classique, chaque enfant a un nom et un post-nom. Et il n'y a pas d'histoire de nom de famille en soi. Et je trouve ça super intéressant parce que vraiment, on pourrait faire des heures là-dessus, mais en fait, je trouve ça vraiment intéressant dans le sens où ça change complètement la manière dont on perçoit la famille. Et en fait, juste commencer par ce point-là, ce point de départ, ça montre vraiment quel est le sens de la famille, quel est le sens du clan, quel est le sens de l'ethnie. Dans le sens où toi, t'as ton prénom, t'as ton post-nom, et on s'en fiche en fait que ton frère, il est le même. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir de quelle ethnie tu es. Ce qui est important, c'est de savoir d'où sur la carte
ta famille prend source. Et donc, quand on dit famille, ça a plus le sens de famille nucléaire comme on l'apprend en France, mais ça a le sens vraiment de l'ethnie, du clan. Et c'est vraiment un truc qui est super important, justement, quand quelqu'un va te demander au Congo, toi, t'es de quelle ethnie ou t'es de quel clan, si tu sais pas répondre, d'office, on va te dire, mais toi, t'es pas congolais, tu vois. Et ça fait mal, tu vois, après, pour ceux qui savent pas, malheureusement, si on leur a pas dit, enfin, faut chercher l'information, mais c'est un des premiers trucs que j'ai compris, vraiment, c'est que l'appartenance, elle fonctionne comme ça. Et donc, dans la famille de mon père, c'était déjà très occidentalisé, ce qui veut dire que chacun avait un post-nom qui était utilisé comme un deuxième prénom, mais tous portaient le même nom de famille. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une famille qui est beaucoup plus immense et tout, parce que c'est le même nom qu'on retrouve partout, tout le temps. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu prédominant. Et les souvenirs que j'ai, en fait, quand je discute avec la fratrie de mon père, avec les sœurs de mon père, c'est qu'elles me racontaient qu'elles, à la maison, quand elles étaient avec leurs amis, quand elles étaient entre frères et sœurs, ils aimaient beaucoup parler Chiluba, donc la langue de l'ethnie. Après, tout le monde parlait lingala parce qu'ils étaient dans la capitale. Ils ont tous évolué à Kinshasa. Et elles me disaient, à Kinshasa, on parle lingala, on parle français. Et chacun parle la langue de son ethnie. Sauf que nous, dans la maison, les parents imposaient pas le lingala, ils imposaient le français. Et je vous dis déjà, tu vois... Chez vous ? Ouais, pas chez moi, mais je veux dire 2 générations avant, les parents de mon père imposaient le français à la maison. Donc quand les parents étaient là, s'ils entendaient les enfants parler de Chiluba, etc., c'était non. Nous, on vous a dit, on ne parle pas de Chiluba à la maison, on parle français, pour s'assurer que tout le monde était bien francophone. Donc, c'était vraiment un truc où, voilà, tu vois, pour moi, quand tout prend racine là, c'est qu'il y avait vraiment eu un moment où, dans ma famille, il y a eu ce côté de, il faut s'assimiler. Il y avait aussi cette idée de, on a les moyens, on peut se permettre, si on veut, d'envoyer nos enfants évoluer dans d'autres pays, en dehors du continent. Et donc, je pense que pour eux, c'était important qu'ils maîtrisent le français pour potentiellement partir ailleurs, etc. Et bref, donc vraiment, dès le début, en fait, à ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui se perd. Maintenant, mon père, il parle quand même français, lingala et chiluba. Et ma mère parle français, lingala, chiluba, mais elle parle aussi swahili. Et en fait, tu vois ce que tu disais sur le lingala tout à l'heure, j'ai l'impression que pour le swahili, c'est la même chose, parce que le swahili est parlé dans beaucoup de pays en Afrique, mais j'ai l'impression que si un Congolais parle swahili avec quelqu'un qui est au Zimbabwe ou ailleurs, ils vont pas vraiment se comprendre, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce genre de langue aussi, ça a beaucoup voyagé, et du coup, selon le pays, ça change. Bref, en tout cas, on se retrouve avec ce mélange de langues, donc ça fait 1, 2, 3, 4 langues dans un foyer. Et mes parents, ils se parlaient beaucoup. Il y a une hiérarchie des langues. Donc, tout le monde parlait français à la maison. Mes parents me parlaient lingala, mais ça ne les dérangeait pas qu'on réponde en français. Donc, on nous parlait lingala, ça veut dire qu'on a été bercés dans la langue, on l'a entendu depuis toujours. Les parents parlaient lingala entre eux. Ils parlaient rarement français entre eux. C'était vraiment constamment lingala tous les deux. Donc, tu vas tout le temps l'entendre. Et bizarrement, il y avait ce côté de langue secrète, où quand ça devenait un sujet sérieux et qu'il fallait pas que les enfants comprennent, ils allaient passer au chiluba. Donc, ce qui fait que le chiluba, moi, j'ai jamais capté le moindre mot, en fait. Il y a vraiment peu de choses que j'ai captées par rapport à cette langue, parce qu'elle était parlée rarement, et que quand elle était parlée, en plus, ça haussait le ton et tout, donc tu disais, je sais pas de quoi il parle, mais tu sais quoi, je veux même pas savoir. Et après, le swahili, je l'ai encore moins entendu, parce que ma mère le parlait uniquement avec les membres de sa famille quand elle les avait au téléphone, ou plus tard elle a rejoint dans la ville dans laquelle on a évolué, elle a rejoint une association des femmes kassaïennes, et donc elle était super contente de pouvoir parler swahili, etc. avec ces autres femmes, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres qui étaient swahilophones. Ce qui fait que moi, en grandissant, j'ai parlé français. C'est la première langue que j'ai appris, sûr et certain. Et j'ai appris le lingala à l'oreille. Est-ce que toi, t'as appris d'autres langues à l'oreille ou pas ? Le Kikongo. Ouais. Le Kikongo, parce qu'en fait,
Nous, les parents nous parlaient en lingala, ils n'ont pas imposé le français à la maison. Je pense que dans leur famille avant, on ne leur a pas imposé le français, mais par leur parcours de vie et universitaire, évidemment, ils ont ajouté le français. Tu vois, mon père, il parle français, il parle lingala. Il a commencé à parler kikongo, comme je disais tout à l'heure, quand il a rencontré ma mère et que il fallait parler avec ses beaux-parents, parce que même s'il parlait lingala, le kikongo, c'était quand même beaucoup plus simple pour eux. Mais il est arrivé en France, il continue de parler français et lingala principalement. Et même entre ses frères et sœurs, ils parlent pas du tout kikongo, ce sont vraiment des citadins, donc ils parlent vraiment que lingala. Ma mère, elle, a appris le kikongo, comme son village est à la frontière avec l'Angola, elle a aussi appris le portugais. Ensuite, elle a parlé lingala, elle a appris le français. Et après, parce que la vie et que ma mère, c'est une femme très très curieuse, maintenant, elle peut parler un petit peu anglais, elle se débrouille. Ouais. Et je me souviens que quand on était à la maison, en primaire, à un moment donné, elle avait exigé... Et ça m'a beaucoup aidée je pense, dans mon apprentissage du lingala. C'est qu'elle a décidé que quand elle nous parle en français, on répond en français. Quand elle nous parle en lingala, on doit lui répondre en lingala. Et elle faisait très bien en fait, si tu me réponds pas dans la langue dans laquelle je t'ai parlé, je ne comprends pas ce que tu me dis. Donc, moi qui étais un peu gênée, tu vois, de parler le lingala, ça m'a forcée aussi à apprendre le lingala. Après, elle a aussi, quand elle était avec nous le mercredi après-midi, elle nous a imposé avec mes 2 petits frères, parce que mes grands frères étaient déjà au lycée à l'époque, des cours de kikongo, ou d'apprendre à compter en kikongo, apprendre des petits mots et des petites expressions ici et là. Mais ça a pas... En tout cas, maintenant que je suis grande, j'ai pas l'impression que ça a duré pendant 1 an, cette affaire. Peut-être que ça a duré 1 an, je sais pas. Mais... je me souviens que moi, j'ai appris le kikongo à l'oreille. Pourquoi ? Parce que sa petite sœur est arrivée en France. Et naturellement, ma mère, quand elle se retrouve avec ses frères et sœurs, elle parle en kikongo. Elle parle que très rarement français. Ça switch tout de suite en kikongo. Et quand sa petite sœur était là, elle parlait entre elles en kikongo. Et comme moi, j'étais curieuse... Et j'aime pas vous parler, on est dans la même maison, on est dans la même pièce. Moi, je dois savoir. Vous vous dites quoi ? Je t'imagine trop, petite Néla avec un carnet, elle commence à noter. Non, ce mot-là, je l'ai souvent entendu et j'ai vu cette réaction. Je pense que ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Et c'est aussi comme ça, pour la petite anecdote, quand donc ma tante s'est mariée et tout, un jour, elle est venue à la maison, elle parlait avec ma mère et elles se sont parlé en kikongo. Et j'ai compris qu'elle était enceinte. Oh. Et comme j'ai compris qu'elle était enceinte parce qu'elle a dit un truc et tout, et tu vois, comme tu dis, apprendre à l'oreille, c'était vraiment ça. Je me suis dit, l'enchaînement des mots là, on dirait que ça veut dire ça. Et comme inspecteur gadget, je les ai observés. Il faut savoir que ma tante, elle mangeait du foufou tous les jours que Dieu fait. Quand nous, à la maison, maman, elle voulait faire des petits trucs un peu francisés. Elle nous fait des salades, elle nous fait des ragoûts, elle nous fait je sais pas moi, des tartiflettes, tu vois, elle s'adapte, des crêpes salées, des trucs. Ma tante est toujours là, vous allez manger votre nourriture, moi je vais manger mon foufou. Ça a toujours été. Une fois, je lui ai fait un gâteau d'anniversaire, elle m'a dit, t'aurais dû mettre la bougie sur une boule de foufou, ça m'aurait encore fait plus plaisir. J'étais là. Ouais. J'étais là, waouh. Et donc justement, j'ai entendu cet enchaînement de mots dans mon esprit. Je me suis dit, on dirait que ça veut dire qu'elle est enceinte. Et je l'ai observée. Et j'ai vu ma tante avec une prune. Et je me dis, mais cette meuf-là, elle mange pas des prunes. Pas les prunes... parce que je sais que les Béninois, ils appellent les prunes le safou. Ils appellent ça aussi des prunes. La prune, le fruit. Pas le safou. Et je la voyais manger des prunes tout le temps. Après, je l'ai vue manger une salade. J'étais là, this is... Elle a changé, very... very new, very very new. Et en fait, effectivement, elle était enceinte. Mais bien sûr, j'avais quel âge quand elle est tombée enceinte de son premier enfant. Je pense que j'avais 15 ans. Et quand je regardais son ventre, j'ai dit, ça va, tantine, tout. Elle dit, oui, j'ai mangé vraiment beaucoup de foufou ce midi. C'est pour ça que mon ventre est un peu gonflé. J'ai dit, la meuf, elle était filiforme. Moi, je suis née de la pluie d'hier. Je suis grave née de la pluie d'hier. C'est tellement moqué de vous. Non, mais franchement. Mais du coup, ouais, c'est ça, en fait. C'est ça que j'ai appris un peu à l'oreille. Malheureusement, en fait, quand je suis partie... parce que quand je suis partie vivre à l'étranger pendant quelques temps, ma mère ne me parlait... Enfin, j'entendais plus ma mère parler lingala kikongo, régulièrement. Donc, du coup, j'ai perdu tout ça. Là, je peux te dire des choses de base. J'ai faim, je veux partir, j'arrive, bonjour, au revoir, ça va et tout. Mais de comprendre une conversation comme je pouvais la comprendre à une époque, je ne peux plus. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que
ma mère parle Kikongo, mais quand sa petite sœur parle Kikongo, je comprends mieux. Et je pense que c'est une façon d'articuler. Je pense que c'est aussi une question parce que même en étant lingalophone, tu vois, des fois, je regarde des vidéos de journalistes, etc., au Congo. Quand ils vont interroger des gens dehors, je comprends pas ce qu'ils disent. Je me dis, pourtant, c'est du lingala. Donc, il y a vraiment un truc, ça dépend de la personne, oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a une question d'accent, etc. Et ma tante, elle me dit, moi, c'est parce que je parle le lingala des jeunes, parce que c'est vraiment la petite sœur de ma mère, elles ont beaucoup d'années d'écart. Elle dit, je parle le lingala des jeunes. Je lui dis, lingala des jeunes, le Kikongo des jeunes, pardon. Et je lui dis, bah non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai la même chose que ma mère dans la facilité pour apprendre des langues, mais j'ai besoin d'être en immersion. Mais là, malheureusement, on ne vit pas sur le même continent. Là, la place que j'ai dans mon cerveau, c'est pour le lingala, peut-être approfondir le lingala et maîtriser le lingala. Le Kikongo, je trouve que c'est assez difficile parce que t'as pas autant de support, mais alors voilà, on va parler de mon feed TikTok parce que je me suis rendu compte que la semaine dernière on n'a pas parlé de mon feed TikTok et c'était un peu oui, ça m'a un peu parti ailleurs, ouais. Dans mon feed TikTok, j'ai trouvé parce que j'avais des vidéos sur la culture Congo, sur l'histoire de la RDC, les différentes ethnies, etc. Et dans mes suggestions, je suis tombée sur un jeune homme qui t'apprend le Kikongo. Donc du coup, je suis ce compte-là où il te met un peu des choses dans des contextes et tout. C'est des petites vidéos. Et je me dis, bah tu vois, ça c'est très très cool. C'est vraiment très très cool d'avoir ça. J'ai vu aussi que Bichilux, elle prend des cours de Chiluba. Elle a un prof de Chiluba. Et je me dis, mais ça serait bien d'avoir un prof de Kikongo parce que ça fait quand même partie de mon héritage. Je suis fièrement congolaise et je suis fièrement Mukongo, mais je pense que je peux le brandir. Avant d'être congolais, je suis Mukongo. Enfin, on pourrait dire, ah, vous êtes des tribalistes et tout. Non, mais c'est vraiment la manière dont notre culture fonctionne, en fait. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce qui compte. D'abord, c'est ta tribu, oui. Ouais. Donc du coup, voilà. Et c'est intéressant. Il y a des choses que j'ai pas. Moi, c'est vraiment le côté de apprendre que je trouve intéressant avec les langues africaines. J'ai l'impression que tu peux pas les apprendre comme des langues comme l'anglais, etc., où tu vas te poser avec quelqu'un qui va t'expliquer, voilà, la conjugaison, ça se passe comme ça. J'ai l'impression que seul moyen de les apprendre, c'est vraiment quelque chose qui est conversationnel et que ça va plus s'apparenter à quelque chose un peu comme Duolingo où tu apprends à répéter les sons de la même manière qu'on les dit dans ce pays. Et ensuite, tu apprends à structurer tes phrases, etc. Y a plein de choses que je remarque. Par exemple, j'ai l'impression que quand tu es anglophone, c'est plus facile d'apprendre à structurer des phrases en lingala parce que c'est similaire. C'est plus similaire qu'avec du français. Ce genre de choses, tu vois. Mais c'est vrai que quand je réfléchis à comment j'ai appris ces langues, donc j'ai entendu beaucoup de choses à la maison et après j'ai beaucoup écouté de musique congolaise. Vraiment à la maison, on écoutait, peut-être 80% de la musique qu'on écoutait, c'était ça. Et après, moi aussi, autour de l'adolescence, etc., moi, les musiques congolaises, genre les musiques populaires, on va dire, tout ce qui était générique, etc., avec des groupes, avec des danses, je les connaissais par cœur. Donc, t'apprends plein de choses comme ça. Et tu sais, tu grandis et tu te dis, oh mon Dieu, c'est ça qu'il disait Kofi, mais c'est dégueulasse et tout. T'apprends des choses vraiment par les chansons. Je sais qu'il y en a certains qui apprenaient en regardant ce qu'on appelle au Congo les théâtres. Bon, au final, c'est l'industrie du cinéma congolaise, en fait, qu'on appelle des théâtres, où là, tu auras une version encore plus actualisée de la langue par rapport à la culture actuelle sur le continent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais je me rends compte que le gros problème, en tout cas, que j'ai eu pour ma part, c'était vraiment de sortir de ma zone de confort, dans le sens où quand t'es jeune et que t'essaies d'apprendre une langue et de vraiment passer le cap de prendre la parole, parce que c'est une chose d'entendre, on parle en lingala, je comprends tout ce qu'on dit, mais moi, de faire une phrase sans buter sur mes mots, sans chercher mes mots, sans chercher mes tournures, etc., c'était autre chose. Et je pense que j'ai beaucoup régressé
parce que j'avais de plus en plus de mal à prendre la parole, parce que j'étais tout le temps moquée, en fait, tout simplement. Tu sais, tu essaies d'entrer dans une conversation, de parler, puis il y a toujours quelqu'un qui te dit « Ah, mais vas-y, tais-toi, c'est gênant et tout, comment tu parles, machin. » Et donc, t'abandonnes, en fait. Tu te dis « Mais à chaque fois que je prends la parole, on se fout de ma gueule, au lieu de me corriger, d'essayer de me dire « Ouais, ça, c'était pas comme ça tu le dis plutôt comme ça. » C'était tout de suite des moqueries, donc t'as pas trop envie. Et après, tu te rends compte que, on pensait que c'était juste des petites moqueries, mais avec le temps qui passe, tu perds en fait ces choses que t'as apprises avec le temps. Et je pense que même les gens qui se moquaient, ils se rendaient pas compte que ça allait avoir cette incidence. Cet impact-là. Ouais, mais c'est vraiment l'aspect en fait que je retiens, c'est que peu importe la langue que t'as appris, que tu apprends ou que t'as entendu pendant un temps, en fait, il y a vraiment cet aspect de persévérer, et il y a vraiment et il faut vraiment que les personnes qui te l'enseignent ou qui te le parlent aient une volonté intime de transmettre. Tu vois, quand tu dis que ta mère, elle vous a assis et qu'elle a commencé à vous écrire des cours de Kikongo, je suis sûre qu'elle s'est dit, en fait, certes, ils ont appris le Lingala à l'oreille, mais pour le Kikongo, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué. Il faut qu'ils aient des bases, comment je fais, tu vois. Et donc, elle s'est vraiment organisée, même si ça n'a pas duré, mais tu vois, elle a vraiment tenté de vous inculquer des bases, quoi. Alors, si je peux me permettre, c'est que l'intention était bonne, la pratique, ça n'allait pas. Parce que, tu vois, non mais ce que je veux dire, tu sais, on trouve ça très chiant quand tu fais ton premier cours d'anglais, ton premier cours d'allemand, ton premier cours d'espagnol, on te dit qu'il faut apprendre les bases, on va t'apprendre à compter, on va t'apprendre des verbes, tu vas répéter les choses bêtement. Je trouve ça très chiant, mais c'est très formateur pour une langue parce que ça te permet de comprendre la structure. Moi, je sais que j'ai fait anglais-allemand pendant toute ma scolarité. En allemand, je me souviens que tous mes potes qui faisaient espagnol, ils me disaient « Oh, toi, tu parles allemand, c'est n'importe quoi, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. L'espagnol, c'est hyper facile, machin, etc. » Sûrement parce qu'il y a une structure linguistique très proche du français. Mais ce que j'ai apprécié dans mon apprentissage de l'allemand, c'est que les bases et le cadre, initialement, sont très compliqués. Mais une fois que tu as compris tout ça, tout coule de source. Il n'y a rien de plus simple comme langue. Il y a vraiment rien de plus simple comme langue. Il y a une règle, il faut comprendre la règle. Ça te paraît un peu dur parce qu'il y a du neutre, parce qu'il y a des trucs... Il y a beaucoup de... Le cadre est complexe, mais une fois que tu as compris, tu as saisi le cadre, c'est une langue qui coule d'elle-même. Ma mère n'avait pas... Il n'y avait pas un livre, il n'y avait pas un Becherel du Kikongo, donc elle faisait selon elle, selon ses trucs. Je pense qu'aussi, en termes d'accès, c'était un peu difficile d'avoir des livres, à part le fait d'aller dans des bibliothèques spécialisées à Paris pour trouver ce genre de choses. Mais il y a eu tout un moment où finalement, moi, mes frères ont abandonné. Moi, parce que je suis curieuse des langues, j'ai voulu continuer, j'ai voulu comprendre, et que je suis curieuse de manière générale. Je trouve ça aussi, tu sais, très impoli. Quand tu es dans une pièce, il y a deux personnes qui parlent une langue en commune, il y a une langue qui fonctionne pour toutes les autres personnes qui sont dans la pièce, mais que ces deux personnes-là ont une conversation devant tout le monde dans une autre langue que les gens ne comprennent pas. Je trouve que c'est pas correct, et parfois c'est même pas méchant, tu vois. Mais ma mère avait cette habitude-là, et elle l'a toujours, parce qu'avec ses frères, ils parlent, et ses frères et sœurs, ils ne parlent qu'en Kikongo. À partir du moment où il y a un de ses frères ou une de ses sœurs qui est à côté d'elle, ils switchent en Kikongo. Mais vraiment, c'est automatique. Donc j'ai fait des week-ends où ma mère me dit on va passer le week-end chez mon frère. Tu te dis super, je vais passer le week-end avec mon oncle, avec sa femme et tout. Bim, on passe la porte le vendredi soir jusqu'au dimanche soir où on est parti. Ils ont pas sorti un seul mot en français. Ouais, du coup t'as rien compris, t'es juste là comme une plante. T'es juste une plante verte, et puis ils disent dis donc, t'as l'air très calme. Tu participes pas à la conversation. Ça fait en fait 3 heures que vous parlez dans une langue que je comprends pas. Tout ce que tu peux dire, c'est hocher la tête, genre ou être sur ton téléphone, lire un livre dans ton coin, etc. Et on te dit mais c'est comme ça que tu vas apprendre. Non, je suis désolée, moi tu ne me jettes pas quelque part comme ça en me disant tu vas apprendre sans me donner un minimum de cadre. Et je comprends tout à fait le fait d'être en immersion quelque part et de trucs. Mais là, c'est de l'immersion forcée, et je réagissais pas bien du tout à ça, parce que tu te dis, en fait, vous le faites exprès. Vous savez pénible, très bien que... Ouais, et j'ai gardé ce truc-là. Je me suis retrouvée au travail dans une des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Il y avait un autre Congolais qui travaillait avec moi, et de temps en temps, il passait en lingala. Et je lui ai toujours dit, moi, j'ai toujours répondu en français. J'ai dit, on est dans ce truc-là, il y a 10 personnes. Pourquoi soudainement tu vas me parler en lingala ? Je trouve que c'est pas correct. Si tu veux me parler en lingala, un truc discret, voilà, dis-le moi, quoi. Mais toute la conversation, ok, je comprends.
Ouais, et j'ai dit, soit on est que tous les deux et on parle en lingala, et ça, il n'y a absolument aucun problème, soit on parle une langue que tout le monde comprend pour pas donner l'impression qu'on est en train de mijoter quelque chose. Et faut savoir aussi que le lingala, c'est une langue qui est très facile à apprendre. C'est une langue qui est très chantante et qui te donne envie de l'apprendre. Comme tu disais, même dans les chansons, dans tout ça, pareil, j'ai appris beaucoup de mots en lingala en écoutant des chansons. Après, il y a un moment donné, il y avait les dessins animés Banaboul. J'adorais regarder les dessins animés. Dans mon souvenir, ça a duré pendant longtemps. Ouais. Ça a duré très très longtemps, mais en fait, pas du tout. Ça n'a pas duré longtemps du tout, ce dessin animé. Mais ça a permis, tu vois, d'ancrer un peu plus de choses. Et l'autre revers que tu as dit aussi, c'est que moi, quand je suis partie à Kin pour la première fois, j'avais 14 ans. Je me suis dit, je vais pratiquer puisque je suis sur la terre du peuple qui parle le lingala. Donc même si je peux pas parler kikongo, je vais parler lingala. Et partout où tu vas, c'est « Ah mais regardez-là, elle parle lingala avec un accent français. Oh là là, elle parle le lingala yabasango. » Parce que c'est les prêtres, les missionnaires qui venaient, qui parlaient lingala. Et dans les missionnaires, forcément, t'avais pas que des Congolais. Donc t'es là, tu dis, les mecs, je suis en train de faire un effort. Vous êtes plutôt là. Et on est un peuple très moqueur. Vraiment, ça, on pourra... c'est on ça pourra le problème. tout faire. Ouais, oui, on c'est pourra ça, tout faire. On est hyper moqueur. Donc, même si c'est pas méchant, quand déjà t'es pas à l'aise dans une langue, etc., c'est un peu complexe. Et quand j'ai rencontré du coup ma grand-mère pour la première fois, qui savait parler lingala parfaitement, qui parlait un tout petit peu de français. Elle m'a vu, je pense que c'est le choc aussi de rencontrer sa petite fille pour la première fois, de son fils et machin et tout. Donc elle a commencé à parler en kikongo. Moi, instinctivement, je lui réponds en kikongo, mais je comprends rien. Elle, dans son cerveau, elle s'est dit, mais incroyable, ma petite fille qui grandit en Europe, elle comprend le lingala, elle comprend le kikongo et elle parle les deux. Elle m'a enchaînée en kikongo, touchant. Oui, c'est hyper touchant, mais après elle m'a enchaînée en kikongo parce que je lui ai dit juste la phrase « Je comprends pas, grand-mère ». Juste cette phrase-là, elle a commencé et du coup je me suis retournée vers ma mère qui m'a dit « Non, en fait elle est en train de te bénir, elle se dit que c'est une grande chance, qu'elle pensait que notre culture était perdue, mais finalement machin ». Et je suis là, j'ai dit « Ouais, sauf que là, tout ce qu'elle dit là, je comprends rien. » Vraiment, je comprends rien. Mais franchement, je trouve ça touchant qu'elle dise ça parce que la vérité, c'est que tout le concept de sens d'appartenance, ça tient à ce genre d'informations. Tu vois, moi, quand je regarde mes enfants et que sur les 3, j'en ai une, quand elle me dit « Ouais, je suis congolaise », elle est solide sur ses appuis, genre elle est vraiment convaincue, je suis une Congolaise. Elle veut apprendre la langue, elle est vraiment intéressée par la culture, elle fait des recherches sur les différentes villes, comment les gens vivent au pays, etc. Il y a tous ces aspects-là qui font que il y a un sentiment d'appartenance, tu vois. Alors que mes deux autres, si je leur dis « Ouais, vous êtes Congolais », ils vont dire « Je sais pas... Ok, je reconnais le drapeau, je peux te le situer sur la carte. Voilà, mais tu vois, ça va pas plus loin que ça. Et c'est pour ça que je me dis que toutes ces choses, en fait, c'est bien d'insister dessus pour laisser le choix aux enfants. Tu vois, de voir si tu as vraiment envie d'avoir ce sentiment d'appartenance ou pas, de se dire, au moins j'ai cette base. Cette base-là, elle va me permettre de découvrir la culture de mon pays, elle va me permettre de vraiment connecter avec mes racines, etc. Et de me trouver, en fait. Mais si te manque déjà la langue, c'est une barrière violente, en fait, pour pouvoir te sentir intégré. Mais même au-delà de ça, en fait, moi, je me rends compte que le lien que j'aurais pu avoir avec mes grands-parents, parce que à partir de mes 26 ans, j'ai commencé à aller très régulièrement au Congo. Tu vois, pour moi, c'était devenu c'est mon ancrage. Je pense que je peux pas faire 1 an sans mettre les pieds au Congo. En général, pour celles qui lisent la newsletter, vous le savez, mon début d'année, je fais mon passage par la case départ. Tu vois, tu vois, c'est comme un reboot automatique. J'en ai besoin pour diverses raisons. Mais du coup, je trouve que c'est dommage parce que mes grands-parents, on n'a pas cette fluidité de la langue. Parce que justement, comme c'est une langue qui évolue beaucoup et que finalement, moi, je parle un créole de lingala, quand je parle avec mes grands-parents, parfois, on ne se comprend pas. Et là, il me reste une grand-mère, par exemple. Ma seule grand-mère qui reste, ma grand-mère paternelle, en vieillissant, et c'est prouvé dans plein d'études, toute personne qui parle plusieurs langues
quand tu vieillis, il y a une langue qui va plus te rester que d'autres. Et les autres, tu vas les perdre, etc. Ma grand-mère, en vieillissant, le peu de français qu'elle avait, elle l'a perdu. Le lingala qu'elle avait, elle l'a perdu, ou enfin, pas elle l'a perdu, mais tu peux lui parler, elle peut te répondre, mais sa langue beaucoup plus facile, c'est le kikongo. Et ce qui fait que moi, maintenant, quand je vais la voir et que je veux parler avec elle, elle te répond en lingala, mais le lingala littéraire que moi, je comprends pas, etc. Et donc, je suis toujours obligée d'avoir un interprète. Et tu sais, ça coupe un peu le lien naturel que tu peux avoir envie de créer avec tes grands-parents. Parce que tu te dis, on parle pas la même langue. Et même en faisant des efforts, je pense que nos parents ont immigré pour une raison, etc. Mais dans ma famille, en tout cas, on a reproduit le même schéma. C'est-à-dire que là où on a grandi, on est tous éparpillés. Ce qui fait que nous, on a nos parents qui parlent français, lingala, kikongo. Nos parents nous ont parlé principalement en français et ils nous parlent aussi parfois en lingala, où on se comprend en lingala. Moi, j'ai pris la décision de quand même parler un peu plus en lingala avec ma mère. Avec mes proches aussi, j'essaye de parler un peu plus lingala, notamment quand je suis au travail et que j'ai besoin de me plaindre ou de dire un truc. Je me dis, au moins le lingala, ça passe, mais en même temps, c'est une langue qui est tellement beaucoup plus parlée que ce qu'on pense. Tu peux pas trop faire la maline, parce que si tu veux dire un truc en lingala à quelqu'un dans le métro, tu sais jamais si la personne à côté, elle comprend le lingala ou pas. C'est pas une langue si rare à parler, en fait. Et dans tout ça, quand je regarde dans la génération d'après, dans nos enfants, on a des enfants qui parlent français, qui parlent flamand. On a d'autres enfants qui parlent français, qui parlent anglais. Et en fait, ils parlent tous plus ou moins français, mais après, chacun ajoute une langue au français qu'ils parlent. Ma fille, parce qu'elle a passé beaucoup de temps au contact de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, elle comprend un peu le kikongo, et sa nounou parlait aussi kikongo. Donc, ce qui fait que elle, en grandissant, elle a assimilé une langue à une personne. Donc, moi, je suis sa mère, je lui parle en français. Sa grand-mère lui parle en lingala. Son arrière-grand-mère lui parle en kikongo et sa nounou lui parle en kikongo. Donc, en fonction de à qui elle s'adresse, elle va changer sa langue. Et il y a des mots aussi, et je trouve ça très drôle, il y a des mots qui sont plus faciles à dire pour un enfant dans une langue que dans une autre. Donc, quand elle était petite et qu'elle apprenait à parler, il y a des mots qu'elle te disait qu'en kikongo. Il y a d'autres mots qu'elle te disait qu'en lingala et d'autres mots qu'elle disait qu'en français. Par exemple, quand elle voulait manger de la viande, elle disait ntsuni. Ntsuni, c'est viande en kikongo. Mais elle, dans sa bouche d'enfant, ntsuni, c'était plus facile que viande et que moussuni en lingala. Et donc, du coup, tu vois, tu pick and choose dans les langues. Ouais. Maintenant, elle a aussi été elle est dans une maternelle bilingue avec français et anglais. Et donc, à ça, elle t'ajoute l'anglais. Et aussi, elle se dit, mais moi, j'ai mes grandes sœurs qui vivent en Angleterre. Donc, quand elle les voit, « Hello, good morning, how are you ?» Ça s'arrête là. Mignon. Mais ouais, franchement, c'est vrai que le fait qu'on soit vraiment mondialisé dans les familles, ça rend les choses un peu plus difficiles en termes de transmission. Je pense que, pour ma part, la plus grosse erreur qu'on ait faite, c'est de penser que c'est de réfléchir à l'apprentissage avec nos cerveaux d'adultes pour nos enfants. Alors que les enfants ont cette capacité à apprendre beaucoup plus de choses, parce que durant l'enfance, c'est vraiment des éponges, quoi. Faut partir du principe qu'il y a rien dans leur mémoire. Donc, il y a vraiment l'espace de stockage. Et c'est vrai que je me rappelle que moi, quand j'étais enceinte, la manière dont je fantasmais mon enfant, mon mari disait, voilà, tu vois, ta mère, elle parle swahili, elle parle chiluba. Moi, je me demandais, est-ce que ta mère, elle parle aux enfants en swahili? Est-ce que ton père, il leur parle uniquement en chiluba? Est-ce que ma mère, elle leur parle uniquement kikongo, etc. Tu vois, donc, il y avait tout ce truc où on se disait, si on se tient à ce programme, normalement, nos enfants, ils vont parler toutes les langues, ça va bien se passer. Ça s'est pas passé comme prévu. Parce que déjà, il fallait partir du principe que chaque grand-parent remplisse sa part du contrat. Ça, c'était compliqué. Moi, je pense même au fait que quand je me suis mise en couple avec Kim, moi, j'étais contente, tu vois, d'être avec un Congolais, déjà. C'était important pour moi, tu vois. J'avais pas spécialement envie d'avoir un couple métissé, d'avoir une famille métissée. J'aimais l'idée qu'on reste tous au même endroit. Quoique nous, on nous considère comme des métis, puisqu'on n'est pas de la même ethnie. Mais j'étais contente de me dire qu'au moins, on aura un foyer lingalophone. Donc, c'est vrai qu'avec mon mari, on parle lingala, mais la vérité, c'est que lui, il est, on va dire, bien plus lingalophone que moi, voilà. Et ce qui fait que, y a des moments, en fait, où c'est peut-être lui qui va plus parler,
et moi je vais répondre en français parce qu'à un moment donné, j'atteins ma limite. Mes enfants, au final, apprendre le lingala à l'oreille, ça va être compliqué parce qu'ils l'entendent pas si souvent. Et ce qu'ils auraient pu apprendre à l'oreille, c'est le français. Ils ont parlé français, ça a été la première langue qu'ils ont appris, mais le fait qu'on bouge aussi en Angleterre entre-temps, dans des années vraiment formatrices, on a eu vraiment beaucoup de mal à tenir la transition. On se disait, tu vois, le lingala, déjà, on n'a pas réussi à être très assidus, donc faisons en sorte de maintenir le français. Et on a essayé de maintenir le français aussi longtemps qu'on a pu. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte au bout d'un an en Angleterre, on s'est rendu compte que les enfants, ils perdaient leur français. Et on était vraiment arrivé à ce stade où, en fait, on se retrouvait à la place de nos parents, tu vois, qui nous parlaient lingala, on leur répondait en français. Donc là, on parle à nos enfants en français, et ils nous répondent en anglais. Donc ils comprennent tout ce que je dis. Mais pour faire l'effort, passer l'étape de se dire, maintenant je le dis, je réponds à ma mère en français, c'est compliqué. Et franchement, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, hein, mais ça c'est un des regrets que j'ai vraiment, c'est de pas avoir insisté sur le lingala à ce point-là. Et après, je me dis que rien n'est perdu, hein, c'est encore des enfants, que si je peux pas leur apprendre juste moi-même, en faisant en sorte qu'ils l'entendent à la maison, il y aura d'autres manières. Ils vont voyager, ils vont faire des bains de langue, etc. Parce qu'au final, moi, l'anglais, je l'ai appris en rendant visite à de la famille. Quand j'étais ado, tu vois, j'allais rendre visite à la famille en Angleterre. En 2 mois, c'était plié. Je suis rentrée à la maison, je leur disais, je parle anglais, c'est bon. Donc peut-être que, tu vois, à force d'insister dans ce sens-là, de laisser mes enfants aller au pays régulièrement, etc., peut-être que c'est comme ça qu'ils l'apprendront. Peut-être qu'il y aura d'autres manières. Mais c'est vrai que c'est dommage que... on n'ait pas pu leur donner cette base en fait que nous-mêmes on a eue, où tu te dis que il y a pas de question de je dois comprendre la structure, tu pars pas de zéro quoi. Tu pars au moins avec une base, et que quand tu vas aller au pays, il sera juste question de maintenant j'essaie de pas avoir peur et j'utilise ma voix. Oui, mais tu vois, le truc qu'il y a aussi par rapport à ça, c'est par exemple dans l'exemple de ma fille à moi, il y a ce contexte qui fait que elle a parlé, elle a été exposée au lingala au Congo beaucoup plus que moi en étant enfant. Et je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient mais tu vas perturber ton enfant, elle peut pas entendre autant de langues en même temps, tu vas voir, elle va pas réussir à parler. Donc je me suis permise de chercher, etc. Et effectivement, il y a des études qui montraient que des enfants qui sont élevés dans un environnement polyglotte et à mini-cerveau, pourquoi ? Parce que ils sont obligés de faire cette gymnastique mentale de passer d'une langue à une autre et de traduire un mot d'une langue à une autre. Donc ce sont des enfants qui montrent plus tard des capacités dans la vie d'adaptation plus grandes que d'autres enfants. Après, j'avais aussi beaucoup lu sur l'approche de un parent, une langue. Où un parent, quand vous êtes dans votre couple, il y a un parent qui parle aux enfants que dans une langue et l'autre parent parle que dans une langue. Pour justement les exposer aux deux. Et en fait, naturellement, l'enfant va choisir sa langue de communication préférée. Je sais que mon petit frère l'a fait avec sa femme, avec leurs enfants, où en fait c'était très drôle parce que premier enfant, il avait décidé que lui il parlait que français, il comprenait le français, il comprenait l'anglais. Deuxième enfant ne parlait qu'anglais. Et naturellement, le choix se fait. Et c'était arrivé à un point où quand il parlait une certaine langue avec l'enfant, si c'était pas sa bonne langue à parler, il disait mais pourquoi toi tu me parles dans cette langue-là, c'est pas ta langue, parle-moi en français en fait, tu peux pas me parler. Et les enfants ont cette capacité d'adaptation-là qui n'est pas négligeable en fait. Absolument, moi, comme tu dis que toi ton plus grand regret c'est de ne pas avoir insisté sur le lingala, moi mon plus grand regret c'est qu'aujourd'hui je suis convaincue que ma fille ne parlera pas kikongo. Le peu de kikongo qu'elle a maintenant, elle va le perdre parce que je parle si peu kikongo que ça n'a aucun intérêt en fait de continuer moi de lui parler en kikongo parce que je dis en fait je vais rien lui en apprendre, elle a beaucoup plus de vocabulaire que moi, elle connaît beaucoup plus de choses que moi et en fait on va se stopper très vite, c'est viens ici mademoiselle, dépêche-toi, ça ok. Ouais voilà, les bases quoi. Ouais voilà les bases. Les bases essentielles du coup. Mais du coup, le reste, ça n'existe pas du tout. Par contre, le lingala, je peux faire un effort. Mais ce qui est très très drôle, elle qui a été pendant un certain temps de sa vie dans un environnement complètement lingalophone, elle parle lingala avec le même accent que moi.
Et tout le monde... C'est magnifique, ça. Et ils sont nombreux comme ça à Kinshasa, en plus. C'est ça. Dans la famille, c'est vraiment un truc, mais elle parle vraiment un lingala comme une Française. Hein. J'ai dit, mais oui, elle est française. Laissez-la. Mais au moins, elle parle. Laissez-la tranquille, elle parle, je te jure. Tu vois, c'est trop drôle. Mais j'avoue que, moi, quand j'étais partie au pays, quand je parlais lingala, mais laisse tomber comment je voyais les gens rigoler. Et tu sais, c'était vraiment le truc où il a fallu que je fasse la meuf têtue. Heureusement, je suis partie à l'âge adulte. Parce qu'avant, j'aurais abandonné, j'aurais dit, tout le monde se moque de moi. Mais là, je suis partie adulte. Et genre, tu sais, il y avait vraiment ce truc de, on se regarde yeux dans les yeux, genre, tu rigoles, moi, je te regarde dans les yeux, je dis, tu rigoles, c'est drôle. Nous rions, c'est drôle. Rions ensemble. C'est vraiment, je vais vous mettre mal à l'aise jusqu'à... Et après, tu voyais que les gens étaient gênés. Et au final, ils disaient non, mais c'est bien et tout. Je suis contente que... Tu sais, il y a vraiment ce truc de on se moque. Et quand tu vois que t'as mis la personne mal à l'aise, c'est non, mais je suis contente que tu fasses l'effort. On est très contents, c'est très gentil et tout, machin. Ouais. Oui. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu pratiques une nouvelle langue, c'est le côté de passer au-delà de la honte. Tu te dis, bon, bah en fait, peu importe, je vais faire des erreurs, mais il n'y a qu'en pratiquant que tu peux évoluer. Même en tant qu'adulte, moi j'ai beaucoup parlé anglais, je parle beaucoup anglais même dans le travail et dans ma vie quotidienne, parce qu'effectivement t'as des amis un peu du monde entier, parce que t'as de la famille un peu partout dans le monde, et l'anglais a quand même cette capacité là d'être une langue facile à apprendre. Je regarde beaucoup de séries en anglais, enfin je switcher entre le français et l'anglais dans mon quotidien, c'est pas juste pour faire genre, c'est vraiment c'est nécessaire. Mais là, dans mon nouveau travail, ils nous ont proposé des cours d'anglais. Je me suis dit, je vais quand même en faire. Pourquoi ? Parce que, tu sais, c'est des petites choses où tu as besoin d'être rassuré. Moi, de mon côté, je me dis, je trouve que je parle bien anglais. Mon défaut, c'est que quand je parle, par exemple, français, je parle très vite français. Mon cerveau, ça va vite. En anglais, ça va très, très vite. La livraison est moins rapide et moins smooth. Donc, j'ai besoin de pouvoir rendre le truc un peu plus smooth. Bah, j'ai fait mon premier cours. La nana m'a dit, mais vous parlez très, très bien anglais. Donc, elle dit, je vais pas vous apporter, tu vois, comme on peut faire avec un cahier d'exercices, etc. On va parler de situations précises et elle va te corriger sur une façon de prononcer un mot. Elle dit, ah non, ça on le dit pas comme ça. Attention, là il faut marquer une pause parce que si vous marquez pas de pause, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et tu vois, c'est des petits trucs un peu techniques. Et je me dis, tu vois, ça c'est une approche différente d'apprendre la langue. Si j'avais appris le lingala comme ça, parce que du coup, là je prends des cours d'anglais en tant qu'adulte, enfin, c'est 12 heures d'anglais qui sont offerts par la société, je me dis, tant qu'à faire. Parce que prenons, tu vois, j'aurais pu prendre portugais, j'aurais pu prendre italien, mais avec 12 heures, tu parles pas portugais, tu parles pas italien, enfin. Donc je me suis dit, je vais renforcer une langue que j'ai déjà. Et je trouve que son approche est très intéressante parce que au premier cours, elle t'envoie un cahier d'exercices avec une page de texte, etc. Donc tu fais tes petits exercices. Avant, tu as un test pour situer un peu ton niveau. Donc elle t'envoie des exercices par rapport à ton niveau. Tu réponds aux exercices et ensuite tu lis le texte avec elle et elle te dit « Ah, mais du coup, attention, là tu as dit ça, c'est telle intonation qu'il faut prendre. Ah, ça veut dire ça. » machin, etc. Et ensuite, à la fin de chaque paragraphe, elle te pose des questions et vous êtes obligé de créer un échange, ce qui montre que tu es obligé d'aller chercher dans ton vocabulaire à toi, dans les mots qui sont là. Donc, tu vois le truc. Si j'avais appris le lingala comme ça, mais moi, je t'aurais compris le lingala littéraire. Ça, je peux te le sortir. Et pareil pour le kikongo, parce que parfois, on va te dire « Ah non, on dit pas ça comme ça, ça... » Tu dis « Ok, mais du coup, on le dit comment ?» Oui, et donc on dit quoi ? Bah oui, non, mais franchement, c'est aussi simple que ça. C'est tellement dommage, en fait, qu'il y ait tant de personnes qui juste se moquent et font rien derrière. Purée, quelle perte. Franchement, et je trouve ça vraiment, comme tu as dit, dommage, parce que je trouve que ce sont des belles langues à avoir. Notre pays est si grand. Mon rêve, ce serait de faire un road trip complet dans le Congo, mais genre prendre un sac à dos pendant 2 mois, tu vas de ville en ville, de province en province, mangeant les spécialités de chaque zone. Ça doit être magnifique. Mais aujourd'hui, je vais essayer... Enfin, je continue de me forcer à parler lingala avec ma mère, avec Ndaya notamment, avec mes amies qui sont congolaises, en me disant que je veux pas perdre cette langue. Je veux faire la même chose que j'ai fait au moment où j'apprenais l'anglais, où j'écoutais des podcasts de BBC, que je regardais des émissions et que je passais certaines choses qu'en lingala, me dire en anglais, faire la même chose avec le lingala parce que il faut habituer aussi son oreille. Et je veux pas que, tu vois, que ça s'arrête à moi. J'ai quand même envie que ma fille, maintenant, elle le comprend, elle le parle un peu, qu'elle continue d'avoir ça, que ça pourrait être même notre langue où on se dit nos secrets. Franchement. Mais pour le kikongo, tu vois,
j'achète des livres, j'achète des trucs, je peux comprendre de petites choses. Il y a ce compte TikTok que je suis maintenant où je me dis, bah, si ça me permet ne serait-ce que d'apprendre quelques mots ici et là, c'est cool. Mais je crains malheureusement que ça va s'arrêter à ma génération, parce que même mes cousines et mes cousins qui ont grandi avec mes grands-parents, chez qui ils allaient régulièrement et que pour certains ont même vécu dans la même maison que mes grands-parents, je pense que sur toute la cohorte, il y a peut-être 10% qui comprennent le Kikongo, quoi. Donc déjà, si je pense qu'il faut vraiment qu'on se... savent pas. Ouais, mais je pense qu'il faut vraiment se consoler sur le fait qu'au moins il y a une langue, tu vois, qui est pas perdue. Parce que c'est vrai que je pense à ça, mais j'ai aussi d'autres personnes dans mon entourage, tu vois, qui parlent pas du tout les langues de leur pays d'origine, en fait. Juste pas du tout. Parce que déjà, au niveau des parents, les parents n'ont pas vraiment parlé, etc. Donc je me dis, tu vois, pour ces personnes-là, il faut reprendre, enfin c'est même pas reprendre, c'est commencer à zéro vraiment, et j'imagine même pas à quel point ça doit être difficile, mais voilà, vous pouvez le faire, vraiment. Mais oui, bien sûr. Ça c'est pour celles qui ont vraiment envie d'apprendre, etc. Vraiment vous pouvez le faire, parce que comme on l'a dit précédemment, en fait il y a cet aspect de fondement identitaire, en fait, quand tu parles une langue, d'autant plus quand tu la parles en public, tu vois. Moi je pense à des communautés où j'ai l'impression que j'ai jamais vu d'enfants qui parlaient pas leur langue maternelle. Ici à Londres, il y a beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. J'ai jamais vu leurs enfants ne pas parler russe avec leurs parents. Les enfants indiens aussi, ils parlent tous leur langue maternelle avec les parents et tout. Donc vraiment, je me dis cet aspect-là, en fait, où tu te dis que moi, mes enfants, si je leur parle en lingala en public, je sais qu'ils ont une sorte de gêne, genre, mais pourquoi tu fais ça, gna 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 gna. Et il y a d'autres enfants, en fait, où il n'y a même pas question de est-ce que c'est gênant ou pas, c'est juste, c'est la langue qu'on parle à la maison, fin. Donc vraiment, je pense que la plus grosse barrière à dépasser, c'est vraiment cet aspect de gêne et ce côté de, en fait, c'est pour mon identité. C'est pour moi que je le fais, donc je vais vraiment faire l'effort. Et franchement, en fait, préparer l'épisode, ça m'a fait un bon déclic. Tu vois, j'ai l'impression que ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses, parce que la différence entre ce que j'avais prévu et ce que j'ai fait actuellement, elle est quand même bien... Elle est quand même bien grosse. Donc, j'ai vraiment envie de réparer, de resserrer ce gap vraiment, et de reprendre là où j'avais laissé avec les enfants, et même pour moi-même, en fait. Je suis contente parce que, au moins, certes, il y a des gens qui se moquent, etc. quand je parle lingala, mais si je parle avec mon mari, il sait qu'il n'a pas intérêt à se moquer. C'est la seule personne, la seule qui se moque pas, tu vois, qui va me corriger, il va me dire non, en fait, là, tu voulais plutôt dire ça, etc. Mais il va jamais se moquer de moi. Donc, au moins, je me dis que, tu vois, j'ai négligé cet aspect. Il y a quelqu'un ici qui peut corriger, etc., qui peut recalibrer un peu ma façon de faire. Donc, je me dis, j'insiste là-dessus. Je suis reconnaissante aussi que dans notre entourage, quand même, entre notre entourage de copines, etc., on peut se permettre de parler lingala. Tu vois, je pensais notamment... je sais plus où est-ce qu'on était partis quand on avait fait un carnaval ici. Et en fait, on était en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait comme plan juste après. Et que toutes les personnes qui étaient avec nous parlaient pas lingala, donc nous on se regardait genre ouais, je sais pas si j'ai envie de passer la soirée avec telle personne, est-ce qu'on leur fait confiance, est-ce qu'on va là-bas, truc. Donc j'aime cet aspect où on est assez je sais même plus c'est quoi le terme, mais en tout cas on parle assez bien dans une langue pour pouvoir se faire ce truc où on peut se permettre de parler secrètement une autre langue assez bien. Et et pour celles qui l'ont pas, franchement, je vous jure, rejoignez le club, ça va vous faire trop de bien. C'est formateur, et j'ai l'impression que ça permet aux gens de se recentrer, tu vois, vraiment de se recentrer et de se retrouver en tant que personne à part entière, et en tant que personne qui fait partie d'une communauté à part. Après, j'ai cherché beaucoup de choses, parce que je me disais, bon, à l'époque, je sais qu'il y avait beaucoup d'organisations, d'organismes en fait qui proposent d'apprendre des langues, etc. Et qu'à chaque fois que tu cherches les langues afro, au final, tu te rends compte que ça va se limiter à Swahili, ou alors ça va être des langues sud-africaines, Swahili, ou un peu plus des langues West Af, et qu'il n'y avait pas plus de diversité. Mais j'ai vu un groupe qui s'appelle Afrilang, qui apparemment propose beaucoup plus de langues, beaucoup plus de langues africaines. J'ai vu le lingala, donc j'ai pas envie de donner un retour parce que j'ai pas essayé, mais je vais vraiment essayer ce genre de plateforme pour voir en fait s'il y a vraiment des bases solides dedans, parce que j'ai l'impression que j'avais déjà
testé ce genre de plateforme et que quand tu allais sur la plateforme en Lingala, tu te rendais compte que c'était un truc qui était très erroné. Et ça aussi, c'est un autre truc, en fait. Tu te dis, mais faites au moins l'effort de faire des bonnes recherches, de parler avec les bons linguistes, en fait, pour des langues. Parce que c'est encore pire quand tu n'as aucune base de te dire que tu n'es même pas capable de corriger les erreurs qu'on t'apprend, c'est grave. Donc voilà, moi, je vais tester Afrilang. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà testé, j'aimerais bien avoir vos retours. Et mais c'est voilà, payant, je vais voir ce que c'est ça gratuit, donne, ça. c'est comment? Non, c'est payant, c'est payant. Non, mais on sait jamais, hein. Parce que tu sais, c'est comme... tu vois, Duolingo, t'as une version gratuite et puis t'as une version payante en fonction de ce que tu fais, etc. Oui, c'est vrai. Bah, tu vois, là, sur le site, tu peux apprendre le Bambara, le Wolof, le Pulaar, le Lingala, le Soninké, Douala, Fombe, Serere, Bina, Sango, Swahili, Bassa et Yoruba. Ok. Tout ça. Non, mais c'est hyper important. Hein. Comme tu disais, moi, j'ai grandi dans une rue où il y avait une famille espagnole et les enfants, les parents, je pense qu'on les entendait jamais parler français. Ils ont toujours parlé en espagnol. Et les enfants répondaient en espagnol. Pareil pour la famille des Portugais. Enfin, en fait, c'était très drôle parce que dans d'autres rues, t'avais les maisons et tu savais quels parents parlaient. Tu dis, ah, ça sonne espagnol, c'est pour toi. Il y a ta mère ou ton père qui est en train de te parler. J'ai une de mes potes qui a appris des petits mots en lingala et qui comprend des mots en lingala parce que c'est les mots que ma mère, elle me disait tout le temps. De genre, vous rentrez, dépêche-toi, viens ici. Elle dit... vous allez où? Tu sais, parce que ta pote, elle vient te chercher et ma mère, elle disait tout le temps, Bokewapi. Et ma pote, elle dit, non, on va aller là-bas et tout, parce que Bokewap, c'est vous allez où? Et elle disait, en fait, on va aller à la boulangerie, après on va aller au skatepark. Ah, ok. Après, ma mère, elle m'a regardé, genre, bon, tu rentres à 17h, quoi. Et t'es là, oh, ok, d'accord. Mais tu captes un peu. Et je trouve que c'est enrichissant aussi de connaître des petits bouts de phrases. Et parce que aussi, j'ai eu l'exemple de ma mère qui parle énormément de langues, et partout où on va, elle va faire l'effort de sortir un petit mot dans la langue. De dire, oh ben là on est dans tel endroit, il parle telle langue, il parle italien, je vais dire une petite phrase. Je vais essayer de comprendre un petit mot, etc. Je trouve ça hyper, hyper cool. Le seul truc que moi je peux encourager à faire aux gens, c'est de regarder des dessins animés dans la langue que vous voulez apprendre, plutôt que de commencer par les grands trucs, les débats, les podcasts et tout. Pourquoi? Parce que les dessins animés, c'est la langue simplifiée, c'est pour les enfants. Et l'articulation est toujours très bien, c'est toujours une très bonne diction, c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est ça, et c'est ce que je conseillais à des potes quand elles voulaient commencer à parler anglais, parce que à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui avait pris l'anglais en tant qu'enfant, mais enfant très tard, tu vois, dans la vie, c'est quelqu'un qui a toujours parlé français, et puis du jour au lendemain, à ses 14 ans, il doit apprendre l'anglais, quoi. Et donc du coup, c'était genre, mais ouais, regardez les dessins animés, et c'est con, hein. Mais effectivement, quand tu regardes dans un dessin animé, tu prends 20-30 minutes, ça aide les choses à rentrer. Donc je suis toujours preneuse, hein, si jamais vous avez des dessins animés en lingala que vous pouvez partager autre que Banaboul. Et après, il y a aussi les chansons, des petites chansons dans les comptines pour les enfants. Ouais. Il y a comme ça, j'avais appris un mot, je sais plus, là, ça me revient pas, mais une comptine africaine, là... où tu vois, genre, que fait ta maman? Elle fait des kamundele ou des trucs comme ça. Le 2 juillet, Tembena Foire. Mais le 2 juillet, notre préféré. Franchement, Tembena Foire, c'était trop bien. Alors attends, je t'ai dit des bêtises pour le truc Afrilang. En effet, il y a un accès gratuit. Et en fait, c'est un accès gratuit avec publicité. Sauf que tu peux pas avoir la grammaire ni le lexique thématique. D'accord. Mais il y a une version gratuite. Donc c'est ça la version gratuite. Ouais. Ok. Bon, écoute, moi aussi, je vais tester et je vais continuer de partager. Dites-nous quelle langue vous auriez aimé parler, quelle est votre langue maternelle. Est-ce que vous la parlez, est-ce que vous la parlez pas? Si vous la parlez, comment vous avez fait pour l'apprendre? Si vous la parlez pas, expliquez-nous pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou pas? Et dans le cas des personnes qui parlent cette langue-là, est-ce que vous l'utilisez comme nous pour vous dire des secrets, pour vous sortir de situations délicates, ou vous en parlez juste pour vous raconter des histoires? Et d'ailleurs, avec Ndaya, parfois on se raconte des histoires en lingala. Pourquoi? Parce que ça a plus de goût. Quand vous dites en lingala, ça donne un côté un peu rocambolesque à la chose qu'on ne peut pas retrouver dans le français. Tout à fait d'accord. Donc voilà, de la même façon qu'il y a des histoires quand on veut les raconter un peu plus ghetto, love and hip-hop style, on va passer en anglais. Parce que t'as besoin d'avoir le vibe. Mais c'est quoi qu'il disait dans ma famille d'abord? À chaque fois, il disait « c'est plus drôle en latin ». Et c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Et aussi... pour les personnes qui parlent plusieurs langues, vous savez peut-être, mais vous avez toujours une personnalité différente dans chaque langue.
Donc moi, en français, je suis très poche. Je suis très... ah oui, c'est comme ça, bien évidemment. Tu vois, le français de Molière. En anglais, autant je peux être love and hip-hop, autant je peux être very, very preppy. Very genre, of course, yes, pardon me. Et en mais lingala... c'est trop drôle que tu dis ça. Non, mais vas-y, continue. non, mais et en lingala, je suis une tantine. Donc vraiment, je suis là, Palobinini, oui. Bomoni, moi, en lingala, je suis une commère. Ah, grave, je suis grave une tantine. Et puis t'as le visage qui se défend, tu fais parce que en plus le lingala c'est pas juste les mots, les phrases, etc. C'est les onomatopées qui vont avec et le visage qui se déforme. De la même façon que quand on danse la musique congolaise, le visage aussi danse. En fait, la culture congolaise c'est une culture de yeux, de bouche qui se transforment, de corps qui s'agitent. Donc en lingala, je suis grave une tantine. Grave une tantine. Mais c'est trop marrant parce qu'un jour, je parlais avec des collègues et en fait, ils disaient des trucs et moi, j'étais en train de blaguer dans ma tête, mais je pensais en français. Et en gros, je leur ai dit, vous savez quoi, les gars, c'est trop frustrant parce que je vous jure qu'en français, je suis une meuf, je suis trop drôle. Ouais, j'arrive pas à être aussi drôle en anglais. C'est ça, je leur ai dit, mon humour, il se perd dans la traduction, ça m'énerve. Et genre, j'étais là en train d'essayer de les convaincre, je leur ai dit, je vous jure, je suis hilarante. Mais j'y arrive pas en anglais, c'est trop dur. J'arrive pas, c'est trop difficile de... Ça se perd, ouais. J'ai pas les mêmes tournures de phrases et tout. Enfin, c'est quelque chose, en fait, d'avoir de l'humour dans une langue. C'est particulier. Ouais. Je l'ai pas en anglais. Apparemment, je l'ai pas. Donc, voilà, dites-nous tout. On est toujours prête à échanger avec vous. On a hâte de connaître votre histoire avec votre langue maternelle. Si vous l'avez appris en tant qu'adulte, si vous la connaissez depuis enfant, mais toute langue maternelle, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous avez grandi dans un foyer bilingue parce que la langue maternelle, ça peut être comme les enfants de Daya qui est le français et eux, ils vivent en Angleterre. Donc forcément, ça fait quelque chose. On ne parle pas que des langues africaines, mais en tout cas, comment on transmet cet héritage, comment il nous a été transmis. On a hâte de vous lire. Ma très chère Daya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Je m'abuse beaucoup avec ma garde-robe en ce moment. Je joue vraiment à la poupée, comme sur le site Oh My Dolls à l'époque. Ouais, je sais pas en fait, je sais pas quel déclic j'ai eu dernièrement là, mais je regardais mes habits, je me disais, mais meuf, pourquoi tu mets un haut, un bas, fin. Tu vois, tu pourrais mettre ce haut là, tu t'ajoutes l'autre haut, tu crées des trucs quoi, tu crées des combinaisons, tu crées des couches. Je sais pas pourquoi là dernièrement en fait, je m'habillais tellement basique. Je pense que l'idée, c'était surtout de me couvrir et de me parer contre le froid. Et là, en fait, il a commencé à faire beau. Donc, je me suis rappelé que je pouvais jouer avec ma garde-robe. Et en ce moment, je tente beaucoup de styles différents. Et je vois vraiment tous les matins, tu vois, quand c'est le moment d'aller déposer ma fille aînée, elle me regarde genre « Oh, that's nice !» Elle me regarde genre « I like what you did here !» Je dis « T'as vu ? T'as vu ? Maman, elle essaye. » Maman, elle essaye. Même mon mari et tout, des fois, je le vois, il te fait tu vois, genre, il est au téléphone, mais je vois quelqu'un qui me fait des signes, genre pouce, j'aime. Ça, c'est bon, ça. Moi aussi, j'aime bien, merci. Allez, bye. Allez, donc, c'est ça le truc qui me rend bien heureuse en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai mandaté Néné pour m'aider dans une partie de ma garde-robe parce que je sais que Néné, c'est une experte des chaussures et moi, c'est tout l'inverse. Je suis sûre que Néné, quand elle voit mes chaussures, elle se dit, mais tu marches dans quoi ? Pourquoi tes chaussures sont dans tel état ? Parce que moi, je suis vraiment le genre de meuf, j'achète une paire de baskets et je la porte jusqu'à ce qu'elle soit morte, genre jusqu'à ce qu'il y ait un trou. Et puis c'est tout. Et puis voilà, pour les talons, j'en porte tellement rarement que mes talons, ça va, ils sont en bon état, mais ça s'arrête là. Et donc je me disais, comme je m'amuse de plus en plus avec mon style, il va falloir que je trouve aussi des jolies paires de chaussures qui vont un peu avec toutes les différentes tenues que je me suis créées. Et donc j'étais là, j'ai fait mon mood board et tout. Néné, elle m'a dit, j'ai besoin d'un mood board pour travailler parce que c'est professionnel. Bien sûr. On fait pas des choses elle m'a dit, j'ai amateur. besoin de base, tu m'envoies un mood board, je te donne une deadline et t'auras ton truc, quoi. Donc j'ai trop hâte. Tout ce qui manque, c'est mes pieds. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse ? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est la perspective de rénovation de là où je vis. Yes. Pareil, on est encore dans des mood boards avec ma très chère Naya. Mais voilà, le grand ménage de printemps, comme je suis une adulte,
Je vais faire des grands travaux qui vont durer un certain temps. Et du coup, là, c'est un peu la partie où tu passes un peu à travers toutes tes affaires. Tu jettes, tu gardes, tu mets sur Vinted. D'ailleurs, shout out à Lise, ma très chère Lise, notre très chère stagiaire qui va m'aider à faire des ventes sur Vinted, parce qu'il faut savoir que Lise, c'est ma petite cousine, donc voilà, the perks. Ouais, voilà, disclaimer. On fait pas ranger nos habits des stagiaires. Non, mais c'est ma petite cousine qui est trop mime, c'est qui m'a dit ah ben oui, bien sûr, je vais venir t'aider. T'es là, oh, mais merci. Donc elle va gérer toute la logistique de Vinted, parce que effectivement, comme je déballe beaucoup de choses et que je jette beaucoup de choses, pareil, en début d'année, j'ai cette envie d'avoir une capsule wardrobe, donc une garde-robe efficace où je connais les couleurs que j'achète, je sais les trucs dont je me lasse pas, j'investis dans des bonnes pièces. Je pense qu'on en a déjà parlé dans plein d'épisodes. Investir dans des bonnes pièces qui vont durer longtemps ayant un certain prix. Et après, pour les pièces un peu plus fun, faire confiance un peu plus à la fast fashion, même si c'est pas bien. Mais si un jour j'ai envie d'acheter un pull rose, je vais peut-être pas investir 250 € dans un pull rose cachemire que je mettrai que 2 fois et qui au bout d'un moment donné va me saouler. Parce que le rose n'est pas ma couleur, quoi. Écoute, c'est très bien ce que tu viens de dire. Je pense que ça, on peut l'approfondir dans le bonus. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Et du coup, cet allègement dans la garde-robe, dans les meubles, dans le papier, dans les trucs où on te dit qu'il faut conserver des trucs pendant 10 ans, des machins, se reconcentrer un peu plus sur l'essentiel et la perspective d'avoir un bureau très 70s. Si vous me connaissez, la couleur et moi, c'est pas le truc qui me définit le mieux, la couleur. Mais là, je sais pas, j'ai envie d'un truc. Changé, hein. Ouais. Là, je veux un truc très, très, très rétro, pop, très 70s. La maison du bonheur. C'est exactement... En fait, toi, à partir du moment où t'as commencé à mettre de la couleur dans tes cheveux, t'as changé. T'es devenue quelqu'un d'autre. Une nouvelle femme. Non, mais vraiment... Depuis, t'es quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça. Le titre du mood board pour ces grosses rénovations, c'est la maison du bonheur. Je veux que ce soit... tu vois, qu'il y ait des rangements... le rangement soit optimal, tu vois, genre que voilà, tu ouvres ton lave-vaisselle, boum, ton tiroir pour ranger tes couverts, il est juste à côté, t'as pas besoin de faire des kilomètres pour aller ranger tes trucs. Papa, tu ranges t'as la vaisselle du quotidien, t'as la vaisselle des grandes occasions, mais tout doit être feng shui. Voilà, un feng shui de maison du bonheur où chaque pièce a son utilité, chaque chose va à sa place, qu'il y ait du rangement partout, que ça soit beau, clean. Et aussi carré. Ouais, carré. Et aussi parce que je suis comme tout le monde, hein, je passe un peu trop de temps sur les réseaux sociaux et à un moment donné, tout le monde avait une maison beige. Et je pense que tu peux te laisser tenter par l'idée d'avoir une maison beige, mais j'ai un enfant qui vit. J'ai la chance d'avoir un jardin. Et donc, ça nécessite des ajustements dans la décoration. Et je veux pas être cette mère qui empêche son enfant de toucher les murs, qui ne veut pas que son enfant... Ah non, t'assois pas comme ça sur le canapé, parce que sinon, ça va abîmer et tout. Donc, un équilibre entre mon minimalisme de couleurs et des petites pop ici et là. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous pour parler d'argent dans notre petit bonus qui suit cet épisode. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce que j'annonce déjà le thème de l'épisode la semaine prochaine ou j'attends ? Si t'es de bonne humeur et tout, t'es d'humeur à te faire des cadeaux, vas-y. La semaine prochaine, je vous ferai une présentation de la saison 10 de Love is Blind avec un kaléidoscope des visages et vous dire qui sont les gentils, qui sont les machins, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé dans ces épisodes et pourquoi j'ai l'impression que Love is Blind est arrivé à sa fin. Merci pour tout et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Allez, bye.